Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. On va parler de la Coupe du Monde 2027 en Australie. 2 ans pour créer un événement inoubliable. 2 ans d'attente pour nous, mais seulement 2 ans de travail pour les organisateurs à venir donc et pour les nations. Une grande différence de perception forcément, Philippe. Et le compte à rebours est lancé pour les nations et pour l'organisation et ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite, si ce n'est que l'Australie s'est quand même préparée, puisque l'annonce de l'accueil de cette compétition, elle a été faite en 2022. Les Australiens ont quand même eu le temps de se préparer. Maintenant, on connaît les poules, on connaît les affiches. Et là, on va rentrer vraiment dans le money time du côté des organisateurs, avec des enjeux forcément économiques et d'image qui sont très importants. Justement, quand on parle de Coupe du Monde, quels sont les chiffres clés de cette édition 2027 pour l'instant ? Pour l'instant, on a du mal à les connaître. On va se référer à ce qu'on connaît. Donc, d'abord, ça va être la 11e édition avec un nouveau chapitre qui s'ouvre. La première édition à 24 nations. Donc, le rugby, voilà, petit à petit s'étend. On espère que sportivement, cette ouverture, elle sera justifiée, cohérente par rapport à ce qu'on verra sur le terrain. Mais en tous les cas, déjà, elle est marquée par un fait assez historique en termes d'ouverture au monde. Et donc, on va se référer à ce qu'on connaît de France 2023. Mais il y a un enjeu forcément très important pour le pays, puisque on estime à peu près à 1 milliard d'euros ou de dollars les retombées dans l'économie du pays, un peu plus de 600 millions directement liés au tourisme. En France, c'était 425 000 visiteurs étrangers qui étaient venus visiter la France par cet événement qui était la Coupe du Monde. On peut estimer qu'en l'Australie, c'est un peu plus difficile d'accès quand même. Alors, à la fois, c'est difficile d'accès, mais à la fois, c'est une destination qui donne envie aux gens de venir et sur des durées plus longues. Parce qu'en fait, sur ce qui s'est passé en France, c'est que on a eu beaucoup de visiteurs qui venaient du continent européen, qui est un continent forcément beaucoup plus sensible au rugby. Et donc, c'était des séjours beaucoup plus courts. Donc là, on va avoir affaire à une autre typologie de visiteurs en partie, et ça devrait servir l'économie locale. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le pays. Et pour la fédération, c'est forcément un enjeu très important, puisque on sait que la fédération australienne a été en difficulté, qu'elle a du mal à trouver sa place au milieu des autres sports majeurs en Australie, le rugby à 13, l'Australian Rules. Et donc, c'est un enjeu majeur en termes de recrutement de licenciés et de revenus directs, puisque la France, on en a assez parlé avant ces problèmes de gestion qui ont entaché quand même l'organisation de France 2023. L'ambition affichée était d'un bénéfice net de 45 à 50 millions. C'est ce qu'en général, les pays hôtes attendent en termes de revenus. Donc, à l'échelle de l'Australie, c'est énorme. Donc, il y a des revenus directs très importants qui vont servir la fédération et le développement du rugby. Et on attend forcément un afflux important de licenciés qui va venir donner un coup de boost à ce rugby à 15, un peu en souffrance en Australie ces dernières années. Ah mais alors, on sait qu'une Coupe du Monde, c'est aussi pour marquer l'histoire. Alors, dans l'organisation, on voit comment ça se passe et on sent que l'Australie est en train de travailler fortement. Mais justement, quels seront les défis que doivent relever la fédération australienne pour marquer l'histoire? Est-ce seulement sportif, Philippe? Non, ça peut pas être que sportif, c'est un événement mondial majeur. Je regardais les chiffres un peu globaux qui concernent les Coupes du Monde et il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est que l'édition en France en 2023, c'est le 4e événement sportif dans l'histoire de la télé et du monde médiatique en termes de retombées médiatiques. Après la Coupe du Monde de foot en Russie, après les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Olympiques de Paris. Donc pour faire cette étude, on combine à la fois les audiences télé et toutes les interactions sur les réseaux sociaux. Donc France 2023 se place comme le 4e plus gros événement de l'histoire du monde du sport. Donc vous voyez un peu ce que représente l'enjeu, le challenge pour l'Australie de recevoir cette Coupe du Monde 2027 qui va se placer a priori dans le top 10 des événements sportifs de tous les temps en termes de couverture médiatique. Donc forcément, pour qu'il y ait
l'impact de la couverture médiatique, elle se passe aujourd'hui non pas seulement sur les droits télé et puis les audiences, mais sur toute la vie autour en termes de médiatisation et notamment la vie sur les réseaux sociaux. Et donc l'enjeu, c'est la qualité d'accueil, c'est le spectacle, c'est la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, c'est la capacité à bien accueillir les visiteurs et à leur faire vivre une expérience un peu exceptionnelle qui donne envie aux gens de parler de l'événement à travers leur découverte ou leur redécouverte de l'Australie. Donc forcément, les enjeux, ils dépassent très largement le cadre sportif. Et on parlait justement des nations qui seront rarement présentes, qui sont rarement présentes dans ces coupes du monde. On parle de l'Espagne, on parle du Zimbabwe, de Hong Kong, qui va participer à cette coupe du monde. On parlait de l'attente puisqu'on a un peu moins de 2 ans de la coupe du monde 2027. C'est 2 ans aussi pour ces nations pour monter en pression dans leurs pays respectifs, de la recherche de sponsors à la création d'un allant qui serait historique. Il faut enclencher quelque chose pour ces nations. C'est aussi pour ça que le tirage au sort est si tôt. C'est que est-ce que 2 ans d'ailleurs c'est suffisant pour ces nations pour créer quelque chose et surtout pour surfer sur l'après Coupe du Monde? Alors j'ai envie de dire que c'est un faux débat parce que ces nations, les dernières qualifiées, on sait que de toute façon sur le papier, dans les poules, au ranking World Rugby, elles partent de loin. Donc elles sont considérées comme les petites nations et elles vont affronter dans les poules que des plus grosses nations qu'elles. Donc, qu'elle le sache 2 ans avant ou 1 an avant, sportivement, dans la préparation, ça change pas grand-chose. Là, World Rugby a voulu être très en amont parce qu'il a été reproché lors de la dernière Coupe du Monde un tirage au sort trop tardif et donc ça avait été reproché à World Rugby. Donc, on est quand même très en amont là pour travailler. Donc, est-ce que c'est trop tôt? Je crois pas. En tous les cas, aujourd'hui... Mais tu vois, ces nations-là, elles ont envie d'être le Portugal de France 2023 parce que le Portugal nous a tous surpris. Ils ont réussi à construire quelque chose avec Patrice Lagisquet et David Gérard. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Portugal est une nation qui compte dans le rugby. J'imagine que pour l'Espagne, qui est déjà un petit peu dans cette mouvance-là, est déjà bien avancée, mais pour le Zimbabwe, pour Hong Kong, est-ce qu'il peut y avoir on va dire l'ambition d'être le Portugal de 2023? De toute façon, elles doivent aborder cette compétition avec cette ambition-là, sinon ça sert à rien parce que il faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Elle est attendue cette édition et World Rugby est attendu avec cette nouvelle formule de 24 équipes parce que je le disais en préambule, mais l'enjeu il est sportif aussi et avant tout. Et donc si ces équipes-là, si ces pays-là veulent amorcer quelque chose, trouver une fanbase dans leur pays et susciter des vocations, donner envie à des gamins de jouer au rugby, ça passe par une forme de fierté sur le terrain. Si ces équipes, elles prennent 60 points par toutes les équipes de leur poule, ce sera très dur d'amorcer quelque chose. Donc forcément, il faut que sportivement, il y ait du répondant et qu'elles existent. Et que le fait qu'elles participent à cette compétition, sportivement, ne soit pas remis en question. Et c'est un enjeu majeur, parce que la finalité, je le dis souvent, mais le rugby, en termes d'économie, est un des sports importants quand même dans le monde. Alors, c'est très diffus sur le globe, mais il y a quand même des zones économiquement riches dans lesquelles le rugby est très fort. Mais malgré tout, quand vous regardez les grands sports collectifs majeurs, le basket, le foot, le volley, le hand, vous avez un potentiel de pays qui peuvent participer à ce genre d'événement qui est beaucoup plus important, qui est de 35 à 40, voire 50 nations. Et donc au rugby, on est la nation, on est le sport qui est le plus en difficulté par rapport à ça. Donc si on veut se développer à l'échelle du monde, de toute façon, 24 nations, c'est une première étape. Et il faudra arriver dans le temps à 28, voire à 32, parce que c'est comme ça qu'on montrera que le rugby s'implante dans des territoires sur lesquels il n'était pas jusqu'à présent et consolidera. On sent que c'est un enjeu très important pour World Rugby, l'implantation, l'internationalisation du rugby. Ouais. Majeur. En quelques chiffres pour World Rugby, l'attente financière d'une Coupe du Monde, celle qui était celle de World Rugby en 2023 et qui sera celle de World Rugby pour l'Australie, c'est à peu près 400 millions de bénéfices. 400 millions de bénéfices, c'est 90% des recettes de fonctionnement de World Rugby sur 4 ans. Donc, c'est 400 millions pour réussir à développer le rugby dans le monde sur 4 ans. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Donc, c'est à l'échelle du monde sportif et des enjeux financiers,
c'est finalement pas beaucoup. 100 millions par an renvoyés dans le monde pour développer la pratique. Et donc, World Rugby a besoin d'être accompagné par des pays qui deviendront autonomes dans le temps. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on voit que l'économie du rugby, elle reste fragile et que pour son développement, World Rugby ne pourra pas le porter seul et il faudra que des nations deviennent autonomes et rayonnent autour d'elles pour attirer un maximum d'enfants à jouer au rugby et à créer des licenciés et à créer un effet boule de neige. Alors non seulement on a 2 ans d'attente, mais en plus l'attente elle a changé, Philippe Spanghero, parce qu'il y a un nouveau calendrier international, excite les tournées, bienvenue à la Coupe des Nations. À quel point cette période entre le tirage et le début de la Coupe du Monde sera stratégique? D'abord, ce qui est stratégique, c'est cette première Coupe des Nations, parce qu'on en a parlé et c'est un vrai débat. On a besoin d'avoir des Coupes du Monde qui soient des spectacles magnifiques, sportifs et extrasportifs. Parce que si on a des Coupes du Monde qui sont un peu indigestes avec ces nations qu'on a fait rentrer, qui ne trouvent pas leur place, le risque, c'est que la Coupe des Nations cannibalise les Coupes du Monde. Parce que là, on va être avec le top 12 mondial. Si World Rugby anime très bien ça d'un point de vue de l'entertainment, de l'événementiel, on va se dire, est-ce qu'il vaut mieux finalement regarder tous les 2 ans cette Coupe des Nations avec les 12 meilleures équipes du monde en 2 périodes bien définies dans le calendrier international, ou est-ce qu'il faut continuer à regarder les Coupes du Monde? C'est ça la question qui peut se poser si on n'a pas de grande Coupe du Monde demain. C'est de réussir à faire cohabiter ces 2 compétitions. Parce que cette Coupe des Nations, encore une fois, si elle est très bien portée et bien vendue, et je ne doute pas que ce soit le cas, elle peut venir concurrencer demain l'économie des Coupes du Monde. Et je vais me rappeler évidemment dans un instant le tirage au sort de la Coupe du Monde, mais quel enjeu spécifique pour la Fédération française de rugby pour cette Coupe du Monde? Évidemment, au-delà du sportif, parce que le sportif, on connaît un peu on connaît un petit peu l'objectif, mais la situation de la Fédération française de rugby semble un petit peu se bonifier quand même, Philippe. On voit que des sponsors affluent. Alors comment on peut avancer, continuer, poursuivre cette embellie jusqu'à 2027? L'enjeu, il se situe à plusieurs niveaux. Il y a un enjeu bien sûr sportif, mais ça, Fabien Galtier a été clair. L'ambition, c'est d'être champion du monde et c'est l'ambition que le rugby français a. Il y a un enjeu économique derrière parce qu'en effet, la période est plutôt bonne pour le rugby français en termes d'image, en termes de dynamique, d'audience, etc. Donc, ça permet d'attirer des sponsors. Mais ce qui permet d'attirer des sponsors, c'est les valeurs et c'est la performance. On a une équipe de France performante ces dernières saisons. Donc, on coche un peu toutes les cases. De bonnes audiences, des valeurs retrouvées auxquelles le grand public aime s'associer et la performance sportive et des têtes d'affiche. Donc, tout ça, c'est parfait. Donc, il faut quand même figurer en 2027 parce qu'il va y avoir un problème potentiellement sous-jacent à ça si l'équipe de France ne fait pas une grande Coupe du Monde. C'est qu'on va revenir dans une discussion certainement complexe entre la Ligue et la Fédé parce que les clubs diront, écoutez, on a fait l'effort en 2023 parce que c'était chez nous. On considère que l'équipe de France a du potentiel, on veut accompagner l'équipe de France à performer en 2027. On refait des efforts jusqu'en 2027, mais si en 2027, ça ne sourit pas, et que l'équipe de France sort en quart de finale, certainement que les clubs diront, écoutez, on a trop fait d'efforts au service de l'équipe nationale. Et c'est ça le problème de fond du rugby français. C'est qu'on réussit à aligner les points de vue à certaines périodes, mais ça peut être régulièrement remis en question. Et donc, l'enjeu, c'est que les clubs se disent qu'ils ont intérêt à jouer le jeu de l'équipe nationale parce que l'équipe nationale performe et parce que par ricochet, ça sert les clubs. Si l'équipe nationale performe pas et rayonne pas comme elle a rayonné ces dernières saisons, les clubs y verront moins d'intérêt et auront moins envie d'être bienveillants vis-à-vis des besoins de la Fédé et de l'équipe nationale. Encore une fois, une chronique absolument passionnante, Philippe Spanghero. Tous les enjeux, voilà, vous les avez à 2 ans de la Coupe du Monde 2027 en Australie. Je vous rappelle d'ailleurs le tirage au sort de la Coupe du Monde, les 6 C'est émouvant quand tu m'en sens comme ça. Je sais. Le groupe A, Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hong Kong. Le groupe B, Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie. Le groupe C, Argentine, Fidji, Espagne, Canada. Le groupe D, Irlande, Écosse, Uruguay, Portugal. Le groupe E, on a été bien servi, Japon, États-Unis, Samoa, France. Et puis le groupe F, Angleterre, Pays de Galles, Tonga
et Zimbabwe. On rappelle que d'ailleurs il y aura des troisièmes qui se qualifieront pour les huitièmes de finale, parce que oui, désormais il y aura des huitièmes de finale dans cette Coupe du Monde 2027. Merci Philippe Spanguiron, on te retrouve dimanche pour Au cœur de la mêlée, pour tout simplement clôturer le premier week-end de Champions Cup et de Challenge Cup. Ce sera avec Cyprien Bétou et toute l'équipe sur Sud Radio. Merci beaucoup Philippe Spanguiron.